quelques conseils et stratégies de l'enseignement à distance. Donc, en enseignement à distance, cela nécessite des stratégies un petit peu différentes du présentiel. Différentes du présentiel, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première chose, c'est que vous devez mobiliser vos étudiants. Il n'y a pas une rentrée comme il peut y avoir une rentrée où tous les élèves ou tous les étudiants arrivent dans la cour et sont là le jour J où ça commence. Donc vous, eh bien, il va falloir les mobiliser. Et nous, par exemple, nous joignons les élèves par mail, par téléphone, et nous créons à ce moment-là, exactement comme en enseignement présentiel, nous créons un événement de rentrée. Un événement de rentrée à une heure fixe, à un jour fixe, un petit peu comme aujourd'hui, là où on a une sorte d'événement où nous participons, où il y a un live direct. Ben là, c'est un petit peu pareil. Nous organisons un live. J'ai parlé tout à l'heure d'Etherpad. Nous organisons un live sur un Etherpad. Pourquoi? Parce que l'Etherpad, c'est juste un lien et donc les personnes n'ont absolument rien à installer. Ils arrivent sur un écran. C'est un écran qui est vide, dans lequel ils vont pouvoir écrire. Et puis, une deuxième chose, il faut voir que au début d'une formation comme celle-là, même si les étudiants se connaissent en présentiel, là, on va leur proposer d'intervenir et d'interagir à distance. Et donc, dans une interaction à distance, finalement, on est beaucoup plus proche des autres, de façon tout à fait paradoxale. Donc, on va créer un événement de rentrée. L'événement de rentrée, c'est ce qu'on appelle mettre le feu. On va décider et dire bien haut, ça a démarré aujourd'hui. Alors bien sûr, on va pas, les personnes qu'on a en face de nous ne sont pas encore prêts à travailler, donc on va faire une sorte d'intégration. Et même si le travail s'est créé, les gens se connaissent et qu'on a déjà commencé à travailler en présentiel, eh bien en enseignement distant, on doit faire quand même une intégration. Pourquoi? Parce que les personnes vont construire leur identité et une identité un petit peu différente de l'identité présentielle. Ils vont construire une identité numérique. Et donc, on va les aider pendant un petit moment. Moi, j'utilise une semaine comme ça d'intégration. Pendant une semaine, on va leur faire des petits exercices tout simples, simplement pour qu'ils prennent conscience de leur identité numérique et qu'ils la donnent à voir aux autres. En règle générale, je leur demande de ne pas faire grand-chose. Je leur demande de mettre leurs photos, de me raconter un petit peu leur CV ou ce qu'ils ont fait. Et puis, je leur demande souvent de prendre une photo. Donc, prendre une photo de leur espace, de là ou de leur ville ou de leur village ou en cette période de confinement, de ce qu'ils voient par leurs fenêtres et de le partager à d'autres. Et souvent, ça permet de mettre en place une première activité un peu brise-glace qui va permettre à chacun de rentrer petit à petit dans l'intimité des autres et puis qui va me permettre, moi, de comprendre et de construire ce que je veux ou ce que je souhaite donner à voir aux personnes avec qui je vais être pendant cet apprentissage. Ensuite, on va toujours dans cette manière de mobiliser, dans ces stratégies de mobilisation, pendant la formation, comment est-ce qu'on mobilise les étudiants? Une manière de les mobiliser est de donner des consignes, finalement pas si claires que ça. Ne croyez pas que le fait de rendre la clarté de vos consignes va permettre la mobilisation. Au contraire, ça peut être tout à fait intéressant de laisser une part d'ombre, une part de choses un petit peu floues qui va leur permettre justement, dans un premier temps, d'interagir avec vous et d'interagir ensemble pour essayer d'éclaircir ces consignes. Et c'est une manière de lancer la mobilisation sur un thème très simple. J'ai pas tout à fait compris la consigne finalement. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Ça vous permet, vous, d'entrer justement dans l'explicitation de la tâche, et puis ça, leur permet de commencer à comprendre que l'ensemble de ces tâches que vous explicitez ne sont que des prétextes à la construction des compétences. Deuxième point important dans les stratégies, c'est de proposer des activités. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit en préambule, en enseignement à distance, on commence par l'activité. Bien sûr que le cours est important et qu'il doit avoir été rédigé, etc. Mais c'est l'activité qui va permettre la lecture du cours.
Alors, c'est parce qu'il y a une activité à réaliser que les étudiants vont discuter entre eux. C'est parce qu'il y a une activité à réaliser qu'ils vont aller sur les liens que vous leur avez donnés. C'est parce qu'il y a une activité à réaliser qu'ils vont aller lire votre polycopier de cours. Maintenant, on a des outils extraordinaires sur des petits téléphones comme ceux-là. Vous avez des applications comme CamScanner. CamScanner, ça vous permet de scanner une feuille et d'en scanner une trentaine. Ça crée automatiquement le PDF, vous le partagez et après vous le mettez à disposition des étudiants. Donc, vous voyez des choses très très simples au niveau du cours. Par contre, réfléchir à l'activité qui va donner aux étudiants l'occasion de lire ce cours, ça c'est compliqué, effectivement. Alors, donc là, j'ai abordé en même temps, j'ai abordé le fait, stratégie, proposer des activités, et puis troisième stratégie, évidemment, construire, identifier des supports de cours, mais je vous dis, ne fantasmez pas dans un premier temps sur ces éléments-là. Ce sont des éléments qui sont assez simples à mettre en œuvre de façon tout à fait simple. Ensuite, quatrième stratégie importante, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que vous les avez mobilisés, vous les avez donné une activité, vous leur avez donné un cours à lire, et bien maintenant, il y a sans doute un moment ou un autre, un accompagnement que vous allez devoir réaliser. Moi, souvent, je donne une activité, les personnes lisent cette activité, et puis, au bout d'un moment, eh bien, je vais organiser un rendez-vous synchrone environ une semaine après. Et parce que j'ai donné l'activité, parce qu'ils ont du mal à réaliser, parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas forcément compris dans le cours, ils vont me poser des questions pendant ce rendez-vous synchrone. Je vais également avoir un forum dans lequel ils poseront l'ensemble des questions et dans lequel je répondrai. Donc, voilà, un accompagnement. Enfin, dernière stratégie, dernier point fondamental, évaluer. C'est-à-dire que si vous n'évaluez pas, eh bien évidemment, tout l'édifice s'effondre. C'est parce que vous évaluez qu'ils vont faire des activités. C'est l'évaluation en enseignement à distance. C'est un très gros moteur de la motivation. C'est un des moteurs les plus importants. Donc, en résumé de ce que je vous ai dit, voilà les stratégies. Donc, mobiliser, proposer des activités, construire et identifier les supports de cours, et puis évaluer. Alors, le point suivant que je souhaite aborder également, c'est le travail de groupe. Ce qui va en partie distinguer l'enseignement à distance de l'enseignement présentiel, c'est que en enseignement à distance, on entre très vite dans un dialogue avec l'étudiant. Or, lorsque vous travaillez avec une soixantaine d'étudiants, c'est 60 dialogues que vous mettez en place. Et donc, ces dialogues sont extrêmement coûteux en temps. Et donc, on va devoir, en fait, substituer à ce dialogue un dialogue entre les étudiants. Et donc, on va essayer de mettre en place des stratégies de groupe parce que ce sont ces stratégies qui vont permettre justement d'avoir moins de dialogue avec les étudiants. Alors, un travail de groupe, un groupe, ça ne se constitue pas simplement parce qu'on le dit, c'est-à-dire que ça se réfléchit quand même un petit peu. On sait depuis pas mal d'années quelle est la taille idéale du groupe. Donc, la taille idéale du groupe, c'est trois étudiants. Alors, bien sûr, ça peut être 4 étudiants dans certains cas. À partir de 5 étudiants, vous arrivez souvent dans un groupe un peu mafieux où il y aura peut-être deux étudiants qui ne feront pas le travail. C'est pour ça que 3, c'est pas mal. 3, c'est pas mal parce que c'est impair. Ça permet d'avoir toujours une majorité. J'ai vu beaucoup de groupes fonctionner à 3, beaucoup de groupes fonctionner à 4. Ce que vous allez devoir construire, c'est ce qu'on appelle une interdépendance positive entre les personnes. Alors, derrière ce mot que nous utilisons en sciences de l'éducation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez mettre de telle manière à ce que finalement, quand ils vont travailler en groupe, ils vont avoir de meilleurs résultats que s'ils travaillent tout seuls. Alors,
derrière cette interdépendance positive, comment est-ce qu'on la construit? On peut la construire de façon très simple en leur disant attendez les petits gars, vous aurez la même note tous les trois. Finalement, ils sont interdépendants les uns des autres et ils voient bien que s'il y en a un des trois qui ne va pas travailler, les deux autres n'auront pas une très bonne note. Donc là, c'est une manière de poser dès le départ l'interdépendance. Vous avez plein de scénarios pédagogiques qui permettent de construire cette interdépendance. Vous avez par exemple un scénario qui s'appelle le jigsaw. Le jigsaw, ça consiste à quoi? Ça consiste à faire travailler chaque étudiant sur un thème particulier, différent les uns des autres, puis après de leur donner un travail, une fois qu'ils sont devenus experts de leur thème, de leur donner un travail qui nécessite la confrontation des différents thèmes. C'est-à-dire que la question que vous leur posez, le travail que vous leur demandez de rendre, va nécessiter une mise en commun de ce qu'ils ont appris individuellement. Et là, on touche un des points fondamentaux du travail de groupe, c'est-à-dire qu'un travail de groupe, ça se construit d'abord sur un travail individuel. C'est parce que les personnes ont acquis des compétences individuelles qui vont les mobiliser et les mettre au service du groupe. Donc, avant de décréter un travail de groupe, vous devez d'abord construire des compétences individuelles par des travaux individuels, et puis après, vous devez construire un travail qui va leur construire une activité, qui va leur permettre de mettre en commun l'ensemble de ce qu'ils ont construit individuellement pour proposer une œuvre commune. Voilà, dit de façon très générale, ces choses-là. Maintenant, de façon très simpliste, il faut faire attention aussi, bêtement, quand vous proposez un travail de groupe en enseignement à distance, est-ce qu'il est possible? Est-ce que les étudiants peuvent le réaliser? Est-ce qu'ils ont un outil dans lequel ils vont pouvoir produire ce travail de groupe? Il y a quelques années, on proposait aux étudiants finalement de réaliser une carte mentale de groupe. Et puis finalement, on s'est rendu compte que les étudiants avaient du mal à identifier des outils, des instruments qui allaient leur permettre de travailler à distance, tous les 4 ou tous les 3, sur la même carte mentale. Et donc, on a dû chercher par nous-mêmes et leur proposer ces instruments. Et donc, vous voyez bien qu'on propose une activité de groupe, mais quelquefois, les instruments ne permettent pas de faire cette activité de groupe.